Heure essentielle, votre émission d'information de midi à 13h sur Lux Radio. Il est 12h16, vous êtes à l'écoute d'Heure essentielle. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nouvelle prouesse des compétences marocaines. La Fondation Massir vient de concevoir un kit de dépistage en temps réel des cas négatifs du Covid. Alors un dispositif donc 100% marocain, aux multiples spécificités. Pour en parler avec nous, à nos côtés, Brahim Laksir, directeur du Centre Digitalisation et Dispositifs Microélectroniques Intelligents, et Monir Ouittassan, directeur business développement de la Fondation Massir. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue. Et avant de vous laisser la parole, Asma, j'invite évidemment les auditeurs à poser leurs questions et à réagir aussi à tout moment sur notre application Lux Radio. Alors le dépistage, on le sait tous, est l'un des piliers de la stratégie pour freiner l'épidémie de Covid-19. Actuellement, il existe 3 types de tests, les tests virologiques, antigéniques et sérologiques. Au sein de la Fondation Massir, vous avez récemment conçu un dispositif de dépistage du Covid-19 en temps réel et sans réactif, un kit 100% marocain, son nom rapide Covid-19 IR. Alors, pour commencer, Monir Ouittassan, dans quelle catégorie peut-on classer le test conçu par vos soins et puis quelle est sa particularité par rapport au test PCR qu'on connaît tous? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, les équipes de la Fondation Massir, capitalisant sur une expertise qu'ils ont acquise sur les 10, voire les 10 dernières années, dans le domaine de la spectroscopie proche infrarouge, ont développé ces dispositifs qui se caractérisent par le fait qu'on va plutôt faire une analyse de l'échantillon sur la base d'un traitement avec des algorithmes du système embarqué et de la spectroscopie proche infrarouge sans faire appel à des réactifs. Et donc, c'est une analyse qu'on classe aujourd'hui dans la catégorie dépistage, c'est-à-dire un dépistage à grande échelle, rapide, pour identifier une population, on va dire, suspecte d'une population qui est saine. Et à partir de là, on fait appel aux autres types d'analyses que vous venez de citer, qui sont des analyses homologuées, voire référencées, voire conseillées par l'OMS, à savoir la PCR ou bien les tests rapides qui se font sur des bandelettes. Donc l'enjeu est un enjeu, on va dire, de rapidité. Exactement. Un des nombreux avantages de ce test aussi, c'est, vous le disiez à l'instant, l'absence de réactifs ou de préparation spécifique pour la réalisation du test et l'obtention du résultat sur smartphone en moins de 20 secondes. C'est une prouesse. Est-ce que ça veut dire que ce test peut être réalisé par un particulier, un non-professionnel, à la manière d'un autotest? Comment ça marche au fait, Brahim Laksir? Alors, merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc, comme tous les tests du Covid, ce dispositif, il est fait pour être utilisé par des professionnels de la santé, parce qu'on a gardé la même approche, la même procédure de test de prélèvement et de test aussi. Donc voilà, donc c'est fait pour être utilisé par un professionnel. Exactement. Donc c'est loin un petit peu de l'esprit d'un autotest qui sont disponibles à l'étranger. Donc déjà, le fait d'avoir un résultat en moins de 20 secondes, on le dit depuis tout à l'heure, c'est une prouesse. Donc la rapidité est un marqueur important de ce kit marocain. Mais qu'est-ce qui fait justement que ce test est plus rapide? D'accord. Alors, ce qui fait que c'est plus rapide, comme je l'avais dit tout à l'heure et comme vient de le dire mon collègue, c'est qu'on part du même point de départ, à savoir un prélèvement nasopharyngé qui est fait avec un écouvillon et dans un liquide de transport. Donc, le point de départ, c'est la même chose qu'un test PCR. D'accord. Ce qui change, et peut-être les auditeurs ne le savent pas, un test PCR se fait en 3 étapes. Il y a une phase, on va faire le prélèvement, donc jusqu'à présent, on fait la même chose. Il y a une phase, on va faire l'extraction de l'ARN. D'accord. Et la 3e étape, on va faire de l'amplification de l'ARN pour savoir et c'est là qu'on utilise typiquement le kit que Massir a déjà développé pour la détection du Covid. Tout ce processus-là, rien que la dernière étape, ça peut durer entre 1 heure jusqu'à 2 heures en fonction de la qualité et de la fiabilité, voire la rapidité des tests. Donc là, on est déjà sur des processus qui sont assez lents dans le temps. En plus de ça, les tests ne sont pas faits de façon unitaire. Donc, on va parler de batch, soit c'est des palettes de 96 échantillons, de 48, et ainsi de suite. Donc là, la spécificité, c'est qu'on traite les échantillons de façon unitaire. Donc, je ne suis pas obligé d'attendre d'avoir une population de 96 échantillons pour lancer
l'analyse. Donc là, on est dans l'unitaire et on est aussi dans la réponse rapide. C'est-à-dire, une fois que le prélèvement est fait, une fois que la goutte est mise sur le capteur, on a 20 secondes pour avoir la réponse et de faire un retour peut-être même à distance, c'est-à-dire la Donc personne le capteur, sur son... c'est ce qu'on a devant nous. Exactement, on l'a ramené pour vous le montrer. Donc en fait, c'est un petit boîtier. Exactement. Pour les gens. En fait, le principe, pour être très très simple, parce qu'on a beaucoup utilisé le terme spectroscopie proche infrarouge, en gros, c'est qu'on bombarde un échantillon nasopharyngé par de la lumière sur plusieurs longueurs d'onde et on va chercher la signature ou bien la réflexion de cette lumière-là. Et on va la comparer par une signature qu'on a déjà identifiée et c'est là où je tiens à remercier les partenaires avec qui on a travaillé, notamment l'hôpital militaire de Rabat, l'Institut Pasteur qui nous ont fourni presque 1000 échantillons qui nous ont permis d'avoir la signature du Casablanca. Voilà, de Casablanca, et en particulier les laboratoires de la gendarmerie royale qui, eux, sont venus à l'étape d'après pour valider les modèles qu'on a développés. Et là, ça a été fait sur à peu près 585 échantillons. Et là, il faut bien préciser, c'est que dans cette phase d'homologation, selon des normes qui sont bien précises, on a comparé les résultats du spectro, du dispositif qu'on a développé, avec les résultats effectués sur un test PCR classique. Et là, on est arrivé à des résultats de sensibilité de 94% et de spécificité de 70%. Donc, on est au standard international en termes de performance et d'indicateurs. Très bien. Alors, derrière cette nouvelle prouesse, justement, des compétences marocaines en ces temps de crise, il y a une équipe. Votre équipe, Brahim Laqser, du Centre Digitalisation, donc dispositif microélectronique intelligent de la Fondation Masser, vous en êtes le directeur. Dites-nous en plus, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez au quotidien et qu'est-ce que vous avez réalisé aussi par le passé? Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment votre travail. Alors, déjà, on a une équipe de 7 ingénieurs et chercheurs qui ont une expérience pratiquement de 16 ans et plus. Et donc, c'est des compétences qui sont issues aussi de la pure école marocaine. Et on est fiers. 2, on a aussi une plateforme technologique de laboratoire qui nous a permis d'avancer. Et donc, comme l'a expliqué mon collègue, aujourd'hui, on a travaillé sur cette technologie depuis 5 ans déjà. Et donc, une technologie miniature, une technologie où il y a des modèles mathématiques embarqués sur le capteur. Et donc, on a aussi travaillé sur de la bibliographie, parce que depuis le mois de mars dernier, depuis l'arrivée du Covid, l'état de l'art, on a essayé de voir un petit peu, parce que c'est comme ça, prendre un capteur comme ça et dire on va détecter le Covid. Non. Aujourd'hui, on a regardé la bibliographie, on a vu qu'il y a des virus type virus Zika, qui pourrait être détecté par une technologie similaire. Et donc, et c'est là où on a dit, allez, on y va. Donc, on avait vraiment quelques difficultés importantes. C'est pour accéder aux échantillons positifs. Et surtout, avec la pression qu'avait le système de santé pendant la période où il y avait des pics. Et donc, nous remercions aussi donc les laboratoires, parce que sans eux, on avait des difficultés à accéder aux échantillons positifs et négatifs. Et donc voilà, donc aujourd'hui, ces équipes-là, c'est des équipes qui sont des spécialistes sur différentes thématiques, notamment en microélectronique, en data science, en chimiométrie, en électronique des systèmes embarqués. Et ça, c'est la clé de la réussite de ce projet, bien sûr, avec le partenariat de pas mal de collègues au niveau des laboratoires marocains, bien sûr. Alors, Mounir Wittasson, oui. Alors, juste pour compléter, peut-être Brahim voulait un peu rester un peu modeste, il faut rappeler que cette technologie, on l'a déjà utilisée pour l'analyse de sol, sur un projet financé par la Fondation OCP, et je tiens à les remercier. On a développé un analyseur de sol, un analyseur d'huile d'olive, qui a été primé juste avant la période de la pandémie au niveau d'Allemagne, en termes d'un produit comme étant un produit de rupture. Le centre aussi est aujourd'hui référencé au niveau du CERN, donc le centre d'accélérateur à particules entre la France et la Suisse, comme étant un centre technique pour la fabrication des futurs capteurs pour le programme Atlas. Donc tout ça, c'est des réalisations déjà concrètes. Je pense
On aimerait, peut-être qu'il y aura d'autres occasions pour entrer plus dans le détail dans ces réalisations. Exactement. Bien sûr. Denis Hacham, vous avez une question ? Oui. Alors, c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas venu les mains libres. Je voulais revenir sur cette petite mallette que vous avez ramenée avec vous, puisqu'elle a l'air vraiment facilement transportable. Donc, c'est ce qui permet donc un test de dépistage rapide, mobile aussi. Donc, c'est important cette notion de mobilité, surtout face à ce type de virus. Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Je vois de loin un écouvillon, un capteur d'ondes. Quels sont les différents éléments pour que l'on comprenne bien vraiment de quoi il s'agit en fait ? Alors, aujourd'hui, sur cette valise, il y a le dispositif principal qui est le capteur. Donc, c'est l'élément essentiel. Alors, il y a un téléphone portable. Pourquoi ? Parce que ce capteur, il est connecté. D'accord. Et donc, il est commandé par un téléphone via Bluetooth. Et puis, le résultat, il est fait en temps réel. Alors, ça veut dire quoi en temps réel ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on l'a déployé, par exemple, chez un gros industriel agricole à Dakhla et à Azura, voilà, Dakhla et Agadir. Et les tests se font en temps réel. On arrive à les voir aussi chez nous. On regarde un petit peu, on a une cartographie des personnes qui sont suspects et les personnes négatives. Donc, le capteur... Le téléphone, c'est un téléphone particulier ou ça peut être n'importe quel téléphone ? C'est un téléphone normal. Il y a juste une application installée, c'est ça ? L'application, il est déjà sur App Store. On peut la télécharger et puis l'utiliser. Alors, il y a un liquide de transport, un écouvillon pour faire le test nasopharyngé. Il y a des lames en verre, des petites lamelles en verre. Et il y a un petit équipement là pour pouvoir prendre exactement 6 microlitres d'échantillon pour le tester. Et typiquement, dans ce type de mallette, on peut dépister combien de personnes ? En fait, un écouvillon égale un échantillon. Donc après, c'est unitaire. Voilà, c'est unitaire. Donc là, c'est un liquide de transport, un écouvillon, c'est un échantillon. Et derrière, donc, on utilise autant d'écouvillons que d'échantillons à effectuer. C'est le même liquide qui est utilisé pour faire un prélèvement pour le PCR. Hein. C'est la même chose. Donc ça, si je vous comprends bien, c'est un relais au test PCR. Ça évite de se faire tester... Non, c'est une étape préliminaire pour mieux optimiser l'effort et les dépenses, voire la charge sur les tests PCR. Dans le sens Donc en fait, la moindre suspicion, on n'est plus obligé de faire directement un test PCR avec le coût que ça implique. On peut passer par le test PCR, surtout dans une logique de reprise de l'activité économique, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit dans les universités. Et dès qu'on détecte par exemple, si je teste une population de 100 opérateurs ou bien 100 visiteurs, peut-être qu'il y en aura 10, 15 ou bien 20 qui vont être identifiés comme étant suspects. Et là, on va les router vers les tests classiques, comme a dit tout à l'heure. Je veux juste quand même qu'on rajoute une chose importante pour nos auditeurs, qui est importante, c'est que le développement, la conception de ce capteur a été faite sur la base d'une référence de test PCR. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on donnait ces capteurs au laboratoire, on teste une personne avec le test PCR et on scanne avec notre capteur. Et donc, aujourd'hui, en termes de mesure, il est identique au test PCR, en termes de référence. Ibrahim Lkhser le disait tout à l'heure, l'idée, en fait, c'était décharger cette pression qu'il y a sur les tests PCR aujourd'hui. C'est important à souligner. Alors, je vais juste préciser quelque chose. Brahim a parlé de téléphone. Alors, tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fait, il est dans le respect des protections des données personnelles. C'est-à-dire, quand Brahim dit on accède à des données, on accède aux résultats, c'est qu'on analyse le spectre. C'est-à-dire, c'est en termes d'assistance au cas où les résultats sont invalides ou bien il y a une interprétation à faire. Tout ce qui est données personnelles reste au niveau de l'entreprise ou de l'opérateur économique qui utilise ou bien qui utilisera donc le dispositif. Autre question importante, le coût. Est-ce que cette technologie est moins chère ? Alors, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une logique de développer ou bien de renforcer l'arsenal marocain et peut-être régional en termes de lutte contre la pandémie. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a lancé presque une dizaine de projets sur d'autres technologies. Dès qu'ils seront validés, on va communiquer là-dessus. Sur ce produit-là, on a voulu vraiment être en phase avec les recommandations de l'OMS qui cherchent à avoir des kits à moins de $5. Donc aujourd'hui, le test unitaire, son coût de revient hors RH, donc hors opérateur, il est moins de 50 dirhams, hors taxe, donc l'unité.
Et donc là, on a déjà commencé son déploiement depuis la communication qui a été faite la semaine dernière. On a eu certaines sollicitations. Et donc, comme j'ai dit, donc le prix aujourd'hui, c'est de moins de 50 dirhams. Par qui les sollicitations? Des opérateurs économiques, des opérateurs, on va dire, des administrations. Je pense on reviendra là-dessus une fois qu'on sera, même des sollicitations de l'étranger. Donc, alhamdoulilah, donc on a aussi reçu des sollicitations de l'étranger. Et donc là, on est en train de traiter cette demande-là. Et je pense qu'on va commencer les premiers déploiements à partir du jeudi prochain. Ça veut dire que vous êtes en fait à l'étape d'industrialisation, c'est ça, à grande échelle? En fait, aujourd'hui, on a communiqué qu'une fois qu'on était prêt, parce que l'idée, ça sert à rien qu'on communique sur quelque chose pour créer de l'envie et de la demande qu'on est incapable de satisfaire. Donc aujourd'hui, avant de communiquer, on a 200 dispositifs qui sont prêts. Est-ce qu'on a les capacités, justement, parce que je sais que, par exemple, pour le test Covid, vous avez travaillé avec une start-up, etc. Est-ce qu'on a les capacités de production aujourd'hui de ce genre de... En fait, typiquement, Brahim, quand il disait alors qu'on a une plateforme composée de 2 salles blanches et une salle grise, qui a une capacité de production et d'assemblage de ces dispositifs-là. Donc, aujourd'hui, au niveau de Maser, et avec un certain nombre de partenaires, on a la capacité de produire. Aujourd'hui, on parle d'une capacité d'une centaine de dispositifs par mois, et on peut monter à 1000 si le marché est là. Dernière question, est-ce que ce dispositif pourrait être un jour en fait destiné à l'export, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit destiné à l'export? Alors aujourd'hui, ce dispositif, il a été conçu sur principalement de composants électroniques qui sont à l'échelle nationale et internationale. Donc tout ce qui est là, c'est des produits électroniques purs et simples. Et donc on a déployé pendant ces 3 mois au Maroc. On est en train de tester le marché marocain, mais il n'y a aucune raison pour qu'on ne l'exporte pas. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour aussi servir certains besoins étrangers. Alors, le produit, effectivement, est destiné à l'export. Maintenant, il faut juste comprendre que quand on dit export, après, ça dépend des destinations. Il y a tout un processus d'homologation, de validation. Donc, c'est des choses. Donc, comme je disais, on a reçu des sollicitations en fin de la semaine dernière, que ce soit de la France, de la Jordanie et des Émirats arabes unis. On va entamer cette semaine les premiers échanges, et après, c'est des partenariats à mettre en place en fonction des exigences des marchés cibles. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait le déplacement et d'avoir... Juste peut-être une petite réaction par rapport à la Direction nationale des médicaments. Quelle est la relation ? Alors effectivement, une fois que nous avons validé, on a préparé notre dossier technique au niveau de laboratoire de la Gendarmerie royale. On a soumis le dossier technique à la Direction des médicaments, qu'on tient à remercier pour leur réaction et la réactivité, qui ont bien pris le temps d'analyser le dossier et qui ont donné son accord, leur accord, voilà. Mais dans ce contexte de pandémie, ils sont peut-être très très chargés en ce moment. Donc je tiens à remercier à la fois le ministère de la Santé et en particulier la DMP. Et donc pour rappeler, ils ont donné leur accord pour qu'ils soient utilisés dans la logique de dépistage à grande échelle. Super, merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir fait le déplacement et répondu à nos questions. Sachez aussi que vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur l'application Lux Radio, 12h34, tout de suite la revue de